Moi, ce qui m'a amusé quand j'ai découvert le programme de l'UDECAM, c'est la façon dont ils ont décidé d'entrer dans le vif du sujet. Et pour ce faire, ils ont décidé de faire un pas de côté, puisque nous allons passer ensemble 3 heures de débats très pointus, très pragmatiques, des débats assez opérationnels. Et la façon d'introduire cette matinée a été confiée, ou pas, la personne qui va introduire cette matinée vient du PGHM. Qui connaît le PGHM? Qui sait ce que c'est que le PGHM? Ah, allez-y. Pas mal. C'est en effet les pelotons de gendarmerie de haute montagne. Autant dire que l'incertitude et l'adversité, ils connaissent. Ils ont appris à conjuguer avec ces deux facteurs. Et pour prendre un peu de hauteur, blague nulle, sur la situation que nous traversons, pour inspirer finalement vos réactions, l'UDECAM vous propose une espèce de masterclass du management de la gestion de crise par un ex-commandant du PGHM. Oui. Nos deux intervenants partagent la passion de la montagne et un parcours dans l'univers de la communication et des médias. Après avoir commandé le PGHM, l'unité de secours donc en haute montagne de Chamonix et son centre de formation, Jean-Claude Jean a pris en charge les relations presse et la communication de la gendarmerie nationale. Et Laurence, quant à elle, qui va nous retrouver, a dirigé les équipes marketing d'un certain nombre de grands noms de la tech, comme LinkedIn, AOL et Orange, avant de déménager à Chamonix, où elle a pris la direction générale de Mountain Pass, qui est une école de management en altitude. Je vous prie de bien vouloir accueillir sur scène Laurence Brett-Stern et Jean-Claude Jean. Celui que tu veux. Bonjour à tous et merci Charlotte. Alors, vous avez probablement déjà entendu à maintes reprises l'adjectif VUCA. Donc, c'est un adjectif qui a été défini par l'armée américaine et qui désigne le monde d'aujourd'hui. On dit que c'est un monde qui est volatile, incertain, uncertain, complexe et ambigu. Donc un monde dans lequel il est effectivement très difficile de décider parce qu'il est soumis à des changements qui sont brutaux et souvent totalement déroutants. Vous savez aussi peut-être, si vous vous souvenez de vos cours de physique, qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'entropie et que malheureusement, à cause de l'entropie, le désordre ne fait qu'augmenter inexorablement dans un système. Donc vous ne serez pas étonnés que nos futurologues, nos sociologues aient inventé un nouveau terme et qui parle désormais de monde banni. Alors banni, c'est un acronyme anglais. C'est en fait l'acronyme de Brittle, Anxious, Non-Linear, Incomprehensible. Donc en fait, on parlait d'un monde qui était volatile. Maintenant, on parle d'un monde qui est proche de la rupture. On parlait d'un monde qui était incertain. On parle maintenant d'un monde qui est anxiogène. On parlait d'un monde qui était complexe. On parle désormais d'un monde dans lequel les règles ne s'appliquent plus. Et on parlait d'un monde qui était ambigu. Et en fait, c'est un monde qui devient incompréhensible. Alors, c'est un petit peu une claque ce matin que je vous donne. Mais ça va amener notre débat et on se demande comment décider et comment s'adapter dans un tel contexte. Et face au désordre, notre réflexe, c'est souvent de rechercher le sauveur. Donc un homme ou une femme providentielle qui sera suffisamment clairvoyant, expérimenté pour trouver la solution à tous ces problèmes, pour prendre la bonne décision, et qui sera aussi suffisamment charismatique, voire autoritaire, pour imposer cette décision au plus grand nombre. Alors c'est une erreur qui est fondamentale, qui fait malheureusement le lit des dictatures et qui a conduit à des accidents industriels et même des accidents, des catastrophes humaines majeures. Et en fait, plus la situation est complexe, plus elle est aléatoire, plus elle est dangereuse, plus il faut aller rechercher l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce que seule l'intelligence collective nous permet d'appréhender toutes les dimensions du système et sa complexité et de s'adapter à ces changements permanents. Donc c'est précisément au cœur du chaos qu'il faut aller rechercher le consensus et non le dirigisme. Alors vous me dites, oui, mais c'est vraiment contre-intuitif.
Et en fait, ce qui nous induit souvent en erreur, c'est qu'on pense que le consensus prend du temps et qu'il est compliqué. On pense que le consensus n'est pas atteignable quand on est sous pression et quand on est dans l'urgence. Il existe un contre-exemple flagrant, c'est celui d'une équipe pluridisciplinaire qui est soumise aux pires contraintes, des contraintes de temps, des contraintes matérielles, des contraintes d'environnement, et qui doit répondre au plus grand impératif, c'est celui de sauver des vies. Donc, vous vous doutez de qui je veux parler. Je parle d'une unité d'élite de la gendarmerie qui est en charge du secours en haute montagne dans le massif du Mont-Blanc. Cette unité d'élite, elle s'appelle le PGHM et elle a été commandée pendant 10 ans par Jean-Claude, qui va vous démontrer, à travers le récit d'un secours exceptionnel qui s'est déroulé au sommet du Mont-Blanc à l'été 2020, que le consensus peut être et doit être la solution dans le chaos. Belle introduction. Bonjour à tous. Je suis heureux de poser mon sac à dos quelques temps avec vous dans cette salle à Paris. Je ne sais pas si je vous ferai rêver, en tout cas peut-être vous inspirer. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais tout de suite me décaler parce que je ne vais pas vous tuer avec des slides, mais j'ai quelques slides quand même parce qu'en fait, moi j'ai besoin, si vous voulez, de m'acclimater. Vous l'êtes, pas moi, donc j'ai besoin d'un petit référentiel. Donc je pense que c'est cette télécommande. Quelqu'un de la technique peut me dire ce que je dois faire? J'appuie sur... OK, voilà. Voilà, ça c'est, en fait, si vous voulez, c'est un peu pour poser le décor. De quoi je vais vous parler? Dans un temps très contraint, je vais vous parler de quelques petites choses qui font notre vie en altitude. Comment fonctionne une équipe de secours en montagne, quels sont les facteurs clés de sa réussite. Surtout, le premier élément, c'est le lieu auquel nous sommes confrontés. Cette photo, elle vous rapporte l'échelle en fait, dans laquelle on travaille, puisque si vous regardez bien dans la brèche, donc on est à environ à 4000 mètres sur les aiguilles du diable, pour ceux qui connaissent, avec un treuillage très difficile à 4000 mètres dans une brèche, là qu'on peut voir donc l'hélicoptère et le secouriste au bout du câble. Voilà, c'est pour vous donner tout simplement la dimension des lieux dans lesquels on travaille. Voilà, Chamonix, vous connaissez tous, 11 km de large, 20 km de long, une surfréquentation avec un corollaire, les accidents, puisqu'on fait environ 1 million d'interventions un millier d'interventions par an, ça c'est déjà beaucoup. Une concentration phénoménale d'itinéraires d'altitude, de parois d'altitude de haute difficulté. Voilà, tout est réuni finalement pour créer un microcosme très particulier dans lequel il a fallu créer une unité extrêmement particulière qui est le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne. Le secours, donc, je vais vous parler pendant quelques minutes pour illustrer mon propos. C'est en fait un secours qui a eu lieu en juillet 2020. 2 alpinistes anglais qui sortaient d'une grande voie du versant italien et qui se retrouvent, après avoir fait une chute dans une crevasse, se retrouvent bloqués à 200 mètres sous le sommet du Mont Blanc. Au moment où on prend l'alerte, on décide d'intervenir, mais on a une fenêtre météo extrêmement réduite. La fenêtre météo, puisqu'en fait ils annoncent des orages le soir. Le sommet du Mont Blanc est déjà couvert. Et à partir de là, il faut agir rapidement, en souplesse. On fait un certain nombre de choix tactiques dès le départ. Ces choix, c'est on n'emmène pas le médecin, on n'emmène pas de brancard. Et surtout, ça va peut-être vous paraître étonnant, ils sont 2. Un des alpinistes est inconscient. On décide d'aller chercher celui qui est conscient et d'abandonner, en tout cas c'est ce qu'on prévoit au départ, d'abandonner celui qui est inconscient, parce qu'on est incapable de le ramener dans les temps avant que les orages frappent le sommet du Mont Blanc. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, c'est une décision qui est prise dès le départ. Ensuite, pour aller rapidement, si vous voulez, les équipes de secours vont être déposées à 4000 mètres, vont faire la jonction dans le très mauvais temps avec les alpinistes en détresse. On va, contrairement à ce qu'on pensait au départ, finalement, en mettant sous oxygène le blessé, finalement le ramener à la vie alors qu'il était inconscient. Et finalement, on va décider de l'emmener avec nous, même si on pense que c'est un facteur retardant.
on va l'emmener avec nous, on va arriver à remonter au sommet du Mont Blanc, à descendre à l'abri Valo, à 4400 mètres d'altitude, dans lequel on pense pouvoir le mettre dans un caisson hyperbare pour lui redonner un peu de vie avant qu'on l'évacue. Le caisson hyperbare finalement fuit et est absolument inutilisable, donc on décide, malgré la prééminence de l'arrivée de l'orage, de descendre au refuge du Goûter à 3800 mètres pour effectivement le mettre à l'abri. Au moment où on prend cette décision en cours d'action, finalement, la météo avec laquelle on est en lien en permanence dans la vallée nous annonce que les orages se rapprochent. On ne les voit pas puisqu'on est dans le mauvais temps, dans le grésil, dans le brouillard, dans le vent qui souffle avec des belles rafales à 60 km/h. Et au moment où on apprend cette difficulté-là, il est trop tard pour remonter. Les blessés, les deux alpinistes sont dans un état physique trop délabré pour pouvoir les remonter. Donc on décide de naviguer au GPS et finalement on va atteindre vraiment en ultime limite, en fin de soirée, à 22h, on va atteindre le refuge du Goûter à 3800 mètres. Et on est à peine rentré dans le refuge que les premiers éclairs éclatent. Et voilà, donc on était sûr qu'à quelques minutes, on aurait pu être foudroyé. Les alpinistes vont pouvoir être pris en compte. Ils seront, pour la petite histoire, ils seront rapatriés le lendemain et on pourra les faire treuiller lorsqu'on sera passé sous la couche nuageuse vers 3600 mètres d'altitude et les envoyer directement à l'hôpital. Les quelques réflexions, parce que pour ne pas être trop long, les quelques réflexions que je voulais faire sur ce secours, c'est d'une part, vous avez vu qu'il y a une première étape qui est en fait une prise de décision collective sur ce qu'on va faire. Il faut être bien certain de l'objectif qu'on va atteindre, l'ambition dont on parlait tout à l'heure. Cette ambition, c'est d'aller chercher quelqu'un, une personne, la personne valide, tout en sachant que face à nous, on a un certain nombre de critères qu'on ne maîtrise pas, et en particulier des causes d'adversité plutôt, comme le mauvais temps et l'arrivée imminente de l'orage. Vu les lieux, vous comprendrez qu'il est un peu difficile de pouvoir forcer les éléments. Voilà. Et le deuxième point, c'est tous ces ordres et c'est finalement cette gestion minute par minute d'événements qui vont survenir. D'une part, finalement, la complexité pour atteindre les victimes. Finalement, le fait qu'en mettant les gens sous perfusion, enfin plutôt avec l'aide d'une lunette à oxygène, on arrive à redonner vie à l'alpiniste inconscient qui finalement va nous suivre. Voilà, il y a un certain nombre d'étapes qui se passent, qui ne sont pas prévues au départ, pour lesquelles il va falloir réagir et s'adapter et surtout prendre les bonnes décisions, puisque finalement, on est tous en danger mortel, puisque finalement, le mauvais temps arrive à vitesse grand V. Alors, à travers ce secours peut-être un peu trop vite décrit, je voudrais aborder avec vous quelques pistes de réflexion autour de trois constantes, on va dire, qui sont l'engagement, la prise de décision et la prise de risque. La première piste, c'est bien évidemment celle de la capacité de gérer en permanence l'incertitude. Alors pour gérer en permanence l'incertitude, le secret de base, et je ne vous apprendrai pas grand-chose, c'est bien évidemment la formation. Tous les gendarmes du PGHM sont guides de haute montagne, sont des experts de secours en montagne. Ils s'entraînent régulièrement, ils se préparent, ils sont en mesure de prendre des décisions, ils ont une capacité à prendre des décisions en cours d'action à partir de schémas qui ont été élaborés. Ils sont capables, bien évidemment, d'agir dans l'incertitude, mais ils sont aussi capables de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est quoi? C'est un élément essentiel qui vous paraîtra peut-être étonnant, qui est la capacité de renoncement. Hein, parce que tout simplement, entre l'exploit et l'erreur et la chute, c'est souvent ce pas trop loin, celui qu'on fait alors qu'on n'aurait pas dû le faire. Et là, finalement, les limites sont extrêmement ténues. Et c'est aussi être capable, agir, réussir, c'est aussi être capable de renoncer, notamment en évitant quelques biais cognitifs qui finalement vont créer des certitudes et vont nous amener droit dans l'erreur.
c'est aussi la gestion de l'incertitude, c'est aussi la gestion du stress, la gestion de la peur, la gestion des émotions. La gestion de la peur, c'est évidemment se sentir incapable de régler la question, enfin le secours, l'opération qu'on va devoir gérer. Cette peur, souvent, elle disparaît au moment où on prend l'alerte. Il y a ce stress. Ce stress, c'est le stress positif. Hein, c'est celui qui va donner sans doute plus de lucidité dans la décision. Et puis, il y a cette gestion des émotions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de la technicité du travail que l'on peut faire, derrière, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui vivent des détresses humaines extrêmement importantes, avec, je ne suis pas là pour vous faire pleurer, bien évidemment, souvent des happy ends, mais aussi parfois des histoires assez terribles. Donc, au-delà de cette piste de l'incertitude à gérer, de cette piste de la gestion du stress, des émotions, de la peur, il y a la gestion du temps, j'allais dire, la gestion de l'urgence. Et ça, c'est effectivement particulier pour le PGHM de Chamonix, mais c'est surtout stratégique pour l'ensemble des organisations, cette gestion du temps. Pour nous, ça se traduit par une nécessité d'être souple, d'être capable de s'adapter, d'être capable de prendre en charge plusieurs secours en même temps, d'être capable de monter en puissance. Hein. Un secours peut démarrer avec 2 secouristes et peut finir avec 20, 30, 40 personnes si on est sur une avalanche. Voilà, c'est cet ensemble de choses, de gestion du temps, qui font qu'effectivement, on va être performant ou on ne le sera pas. Une autre piste, c'est bien évidemment la force du collectif. Cette force du collectif, elle est finalement essentielle, elle est centrale. C'est celle, bien évidemment, on va en parler dans quelques instants, celle du leadership. La force du collectif, c'est d'abord une histoire de cordée en montagne, hein, une histoire de, j'avais pas peur du mot, de pacte de confiance, hein, finalement, de connaissance de soi, et de la confiance en soi, de la confiance dans les autres, de la confiance collective, de la confiance dans le groupe. Finalement, c'est le facteur clé de la réussite. Des gens qui se connaissent mutuellement, qui sont amenés à travailler en permanence ensemble et qui, finalement, vont être capables soit de s'accrocher au bout du câble, soit de tenir les manivelles du treuil, parce qu'il y a une confiance réciproque permanente. La force du collectif, c'est aussi être capable de parler, de communiquer tout simplement avec la vallée, hein, puisqu'en fait, ce qui fait cette force du collectif, c'est aussi cette forte capacité, cette forte autonomie de l'avant, puisque contrairement à d'autres types de milieux, une fois que vous êtes parti en secours dans le massif, finalement, c'est les éléments, les secouristes au plus près du risque qui vont gérer, qui vont finalement, par un dialogue construit avec le commandement resté dans la vallée, être capables finalement, pour éviter l'effet tunnel, de dire ce qu'ils voient, de ce qu'ils souhaitent faire, collectivement, et ensuite la décision va être prise entre la vallée et eux, et finalement, d'une part, eux seront sur l'événement complet, et le chef d'opération dans la vallée sera en mesure de prendre de la hauteur et d'engager des moyens supplémentaires si nécessaire. À côté de cette force du collectif, non, pardon, j'ai oublié un petit mot évidemment sur le leadership, c'est important d'en parler. Comme le disait Laurence, ce leadership, il n'est absolument pas ce fameux leadership qu'on pourrait imaginer chez les militaires, parce que les gendarmes sont des militaires, mais c'est plutôt un leadership complètement distribué, finalement, le leader n'étant pas forcément celui qui a la plus grosse connaissance technique. C'est ça, le leader, ça va plutôt être le facilitateur, on va dire. Et le leader, finalement, il va aider le groupe dans une sorte de consensus permanent à prendre sa décision, à prendre la bonne décision. Le leader, c'est donc celui, effectivement, qui va distribuer son leadership, qui va faire ressurgir la bonne décision, et puis surtout qui va s'appuyer sur le groupe. Une cinquième piste, ça serait la cinquième piste, ça serait plutôt, j'ai envie de vous parler maintenant
de l'importance... non, ça, je ne vais pas l'aborder tout de suite, excusez-moi. Ouais, je serais plutôt sur ce que j'appellerais cette volonté permanente de la recherche de la performance. Hein, cette recherche de la performance, ce n'est pas une recherche de performance absolue, finalement, vouloir un esprit compétitif, vouloir battre quelqu'un, mais c'est plutôt une tendance permanente, culturelle chez nous, de tendre vers le mieux. Le PGHM ne s'est pas fait en quelques années, hein, c'est une 60aine d'années d'histoire. Il a évolué. Au départ, il ne savait pas travailler tout seul et aujourd'hui, c'est une unité qui est sans doute l'une des meilleures au monde. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est cette volonté en permanence de se remettre en question, la culture du briefing, du débriefing, du retour d'expérience. Hein, voilà, essayer en permanence de progresser par rapport aux erreurs qu'on a commises. Et chaque secours d'envergure ou complexe va donner lieu à finalement un débriefing et finalement, pourquoi pas, donner lieu à la création d'innovations, de nouvelles techniques ou de nouveaux instruments qui vont nous permettre d'agir plus efficacement. À côté de cette recherche de la performance, bien évidemment, et ça, je pense que ça sera le dernier point, parce qu'on a déjà bien avancé, c'est cette approche, finalement, dont on parlait tout à l'heure, cette approche collective et consensuelle vers un objectif commun, à travers donc, la concertation, plus l'intelligence collective, qui vont être les deux moteurs essentiels pour parvenir finalement à un consensus. Un consensus qui sera d'autant plus indispensable que l'incertitude sera forte. Et voilà, c'est vrai que plus la situation est incertaine, plus on va essayer d'aller chercher ce consensus. Et vous voyez, donc on est finalement loin des schémas habituels qu'on peut retrouver dans la vallée, d'un chef qui donne une poignée d'ordre avec des gens qui exécutent derrière. Il y a vraiment une volonté collective et consensuelle pour avancer et puis finalement arriver à la bonne solution. Merci Jean-Claude. Alors vous vous dites c'est peut-être un petit peu éloigné de notre milieu et franchement c'est une gageure de résumer en 20 minutes les facteurs d'efficacité du PGHM. Il y a même une thèse qui a été écrite parce qu'il y a énormément d'enseignements et de savoir-faire qui sont totalement applicables au monde de l'entreprise. Donc je voudrais vous laisser avec 3 points clés. Le premier, c'est la nécessité de trouver un objectif commun. Alors, ça peut paraître complètement irréaliste quand on a des intérêts contradictoires. Alors vous dites, dans le cas du PGHM, ils n'ont pas d'intérêt contradictoire, ils sont là pour sauver des vies, mais si, ils ont des intérêts contradictoires, parce que le pilote a des contraintes par rapport à son kérosène, le médecin par rapport à la blessure de sa victime, le sauveteur par rapport au danger de la crevasse. Donc ils vont se fixer un objectif commun. Et dans votre cas, ça paraît illusoire quand on est plongé dans l'opérationnel, mais finalement, si on y réfléchit, si on prend de la hauteur, si on essaye de trouver un objectif qui soit plus élevé, ou si on recule l'horizon de temps, on arrive à trouver quelque chose en commun. Les lignes ne sont jamais parallèles, elles finissent toujours par se croiser. Le deuxième point clé, c'est la force du consensus et de l'itération. Une itération qui est structurée. Donc encore une fois, pour atteindre ce consensus rapidement, il faut qu'il soit organisé. Et Jean-Claude vous a dit, on ne fait pas parler en premier la personne qui a le plus d'autorité, on va faire parler en premier la personne qui a la meilleure connaissance du risque, la personne qui est au plus près du terrain. Donc réfléchissez à ça aussi dans une négociation. Est-ce qu'on fait forcément parler la personne qui est la plus proche du terrain et qui n'est pas forcément la plus capée ? La troisième clé que je voudrais laisser avec vous aujourd'hui, c'est la nécessité d'un langage et d'un référentiel partagé. En fait, quand on négocie, il n'y a pas forcément des mauvaises intentions. On soupçonne les gens d'avoir des mauvaises intentions, mais c'est très rare qu'il y ait des vraies mauvaises intentions. Et tous les conflits naissent souvent d'un problème de communication. Et ce problème de communication, on peut quand même le résoudre en partie en utilisant les mêmes modèles mentaux. Le PGHM utilise beaucoup de modèles mentaux pour que l'information soit formatée et qu'elle soit très efficace, en utilisant les mêmes mesures, en utilisant les mêmes mots.
Le vocabulaire, c'est très important. Moi, quand j'étais chez LinkedIn, dans une société qui était avec différentes nationalités, on était très peu à parler anglais en première langue. Et finalement, on s'apercevait qu'il y avait souvent d'incompréhension par rapport à ça. Donc, les militaires ont une technique. Ils collationnent l'information. Ils demandent toujours à la personne qui reçoit l'information de la répéter pour s'assurer qu'elle l'a bien comprise et qu'ils ont la même compréhension de cette information. Donc voilà, c'est très rapide. On restera pour le déjeuner si vous avez des questions. Mais le message que je voudrais laisser avec vous, c'est que dans ces temps d'incertitude extrême, des temps qui sont assez anxiogènes, ne cherchez pas un sauveur, ne cherchez pas un homme ou une femme providentielle. Allez plutôt rechercher au sein de vos organisations l'intelligence collective parce qu'elle est là. Et c'est justement en ayant cette pratique du consensus et de la consultation qu'on arrive à adresser ces solutions très complexes. Merci.